Salut, c'est Lextopia et vous écoutez Parktopia, votre podcast dédié à l'actualité des parcs à thème. To all who come to this happy place, welcome. Disneyland is your land. We live by the ethos that the next thing we do is going to be better than the last thing we did. Everything we do is based on story. We build our entire work process around story. Ça faisait longtemps et je suis vraiment sincèrement heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Il n'y en avait pas eu depuis plusieurs mois, tout simplement parce que c'est évidemment une période où on est plus amené à faire du contenu en extérieur, où l'actualité est beaucoup plus dense et le retour des beaux jours fait qu'on est moins disponible pour discuter comme ça pendant une heure et faire du podcast. Je priorise toujours tous mes contenus sur la création de vidéos. C'est mon média principal, ça reste tout de même ma chaîne YouTube, même si vous le savez, je prends beaucoup de plaisir ces derniers temps à enregistrer ces podcasts, donc Parktopia. Vraiment très content de vous retrouver là. Aujourd'hui, on a une liste de sujets à traiter, je ne vous raconte pas, et à mon avis, on va pas pouvoir faire tous les sujets que là j'ai listés sous mes yeux. Et puis, il manque aussi des épisodes spéciaux, vous le savez pour ceux qui me suivent en story sur Instagram, il y avait ce voyage à Tokyo Disney Resort que j'aimerais traiter vraiment dans un podcast entièrement dédié à cette thématique, et pour ça, j'attends aussi en fait que les épisodes soient tous diffusés sur ma chaîne YouTube, parce que pour l'instant la diffusion est en cours. Vous avez le premier vlog à Tokyo Disneyland, vous avez un vlog consacré à Tokyo Disney Sea et plus particulièrement à Fantasy Springs, et justement il manque le dernier épisode. Donc aujourd'hui on va faire un point sur l'actualité à la fois Disney. On va revenir aussi sur l'inauguration de Mission Bermude au Futuroscope. Super content d'avoir pu participer à l'inauguration de l'attraction ce week-end. On va revenir dans le détail sur mon avis. J'ai là aussi publié une vidéo sur ma chaîne à ce sujet. Et puis vers la fin de l'émission, on parlera de Disney Abu Dhabi. Je veux faire une grosse section dédiée à cette thématique parce que j'ai lu vos commentaires à ce sujet, vos réactions, et il fallait que je vous reparle vraiment plus en détail de ce sujet-là. Et donc il y aura toute une section de ce podcast qui sera consacrée à cette thématique. Je suis très heureux de vous retrouver là pour ce nouvel épisode, et je vous propose qu'on démarre tout de suite. C'est parti. Alors, on commence par les actualités Disney les plus récentes qui concernent principalement la Californie, Disneyland Resort. On va aussi parler de Walt Disney World. On parlera un petit peu moins de Disneyland Paris pendant cet épisode. Il y a quasiment plus d'actualités en provenance de Disneyland Paris. J'ai bien sûr traité la réouverture de World Premiere, de tous ces travaux qui sont actuellement en cours, toujours au Walt Disney Studios au niveau de l'extension. Mais là, pour le coup, c'est carrément beaucoup plus visuel. Mais sur World Premiere, je vous avoue que j'ai pas tellement plus d'infos à vous partager, d'éléments supplémentaires, à vous dire par rapport à ce que j'avais traité en vidéo à ce moment-là. C'est aussi pour ça que j'ai pas sorti de podcast non plus à ce moment-là. Comme c'est l'été, direction les palmiers et la Californie. On va parler un petit peu de ce qui se passe du côté de Disneyland Resort qui est en pleine célébration de son 70e anniversaire. Je suis très étonné quand même de la gentillesse, voire de la clémence des fans Disney américains qui ont laissé quand même passer un anniversaire Disney avec quasiment que des divertissements qui ont été créé à l'occasion des anniversaires précédents. Vous avez le spectacle Mondrous qui est un show qui était déjà présenté à l'occasion du 100e anniversaire de la compagnie. Vous avez le retour de Paint the Night qui est un divertissement qui avait été proposé à l'occasion de la Diamond Celebration, donc pendant les 60 ans du parc. Vous avez Better Together, les événements Pixar à Disney California Adventure qui sont des shows en fait qui étaient proposés à l'occasion du Pixar Festival. En fait, c'est vrai que si ces divertissements-là avaient été si des anciens divertissements de ce type-là avaient été proposés à Disneyland Paris pour justifier une saison anniversaire chez nous, ça serait jamais passé. La pilule serait jamais passée, mais là-bas, je sais pas pourquoi, ils s'en foutent. Privés de tout leur divertissement depuis la pandémie, ils sont contents de retrouver tout ça. C'est vrai que Disneyland s'est remis beaucoup plus difficilement que Disneyland Paris sur toute l'activité spectacle. Et puis ces derniers jours, justement, à l'occasion du lancement des festivités autour du 70e anniversaire, Disneyland a partagé quelques nouvelles informations, notamment sur les emplacements d'attractions qui avaient été dévoilés, notamment lors de la D23. On en sait un peu plus sur la façon dont va être réagencé le resort. Vous savez, en fait, il y a le projet de création de ce qu'on appelle Disneyland Forward, qui est l'extension de Disneyland Resort
dans une sorte de troisième parc, mais en réalité qui ne sera pas vraiment un troisième parc, qui sera principalement des extensions de Disney California Adventure et du Downtown Disney. En fait, ce Disneyland Forward, c'est crucial pour Disneyland Resort c'est le prix de la survie en fait pour ce parc. Disneyland Resort est un des parcs à thème les plus visités au monde, c'est un des resorts les plus visités au monde, mais qui ne peut pas s'étendre, qui ne peut pas se renouveler. Ça fait son charme, mais c'est pas comme ça que sont conçues les destinations Disney qui ont besoin de s'étendre pour augmenter leur capacité, augmenter leur nombre de visiteurs. Et depuis des années, ils y arrivent en optimisant l'espace, en se servant de l'ancien parking de Disneyland pour construire Disney California Adventure. Ils utilisent des backstage, ils ont redéplacé les parkings à plusieurs reprises. Enfin bref, c'est tout un casse-tête. Ils suppriment parfois des attractions emblématiques, alors que elles sont pas forcément... Enfin, c'est un risque en fait de les supprimer parce que on peut jamais garantir le succès de l'attraction suivante. Et puis là, en fait, on arrive au bout de cette logique aujourd'hui où à Disneyland, en fait, vous avez clairement pas besoin de supprimer certaines attractions et donc ils ont besoin de s'étendre et donc ça y est, ça fonctionne. Enfin, c'est déjà désormais possible grâce en fait aux élus, à la mairie d'Anaheim, aux résidents qui vivent à proximité, qui ont laissé la Walt Disney Company obtenir cet accord pour cette extension. Et ça commencera donc déjà par un changement de configuration sur l'entrée du resort, parce que oui, Disneyland essaye d'être un resort depuis le début des années 2000, mais ça l'est pas du tout. Il y a très peu d'hôtels, le parc est vraiment difficile d'accès. Cette esplanade, elle n'est pas du tout conçue pour recevoir des visiteurs, et enfin, elle va l'être, donc avec une espèce de passerelle qui va être construite entre le parking et cette esplanade, où là, vous pouvez rejoindre du coup Disneyland et Disney California Adventure. Aujourd'hui, si vous êtes un visiteur occasionnel et que vous venez en voiture, mais c'est impossible, c'est une galère pour se garer, ces parkings en plus sont souvent complets, et ensuite l'accès par voie piétonne est compliqué, et donc là ça va être un petit peu plus facilité. Puis en fait Disney pendant ce temps-là continue à chercher d'autres places supplémentaires, et puis surtout la grande annonce, c'était l'officialisation des emplacements des attractions qui avaient été annoncées lors de la D23 Expo. Et alors là, j'avoue que j'étais très surpris parce que comme je vous le disais à l'instant, aujourd'hui on est complètement bloqué à Disney California Adventure et à Disneyland en termes d'extension. Il a déjà fallu supprimer des landes, des zones, alors que les parcs sont pas si vieux que ça. Et finalement, l'attraction Coco, qui sera donc un boat ride sur l'univers de ce classique Pixar, sera installée dans une extension et non pas dans un endroit qui existait déjà à Disney California Adventure, situé en fait dans des backstage de Disney California Adventure. Il y aura bien cette attraction Coco, et encore mieux que tout ça, cette attraction sera en fait bien intégrée. Elle sera dans une zone déjà Pixar. Ça aussi, j'ai trouvé ça très très fort, parce que forcément ce manque de place fait que je m'étais dit cette attraction Coco elle ira peut-être en remplacement de la petite sirène et ce sera pas dans l'emplacement Pixar. Eh bien si, ils ont réussi, et donc ce sera installé à proximité de Pixar Pier, et ce sera dans le prolongement de Paradise Garden Park. Et donc là, vous avez un endroit en fait où s'arrêtent les chars généralement de la parade. C'est là où ils emmènent les chars de la parade en backstage. Et c'est ici que sera installée l'entrée de l'attraction. Alors, on voit dans le concept art, c'est vraiment une entrée très petite. C'est pas vraiment une zone Coco. Et ça va se limiter vraiment à une entrée assez banale, un peu comme le Indiana Jones Adventure à Disneyland juste en face. Mais là, il y a quand même un énorme show building en fait qui va quand même s'installer derrière l'Incredible Coaster et dans le backstage de Pixar Pier, et les constructions pour cette attraction vont débuter cette année. Probablement au moment de l'automne. Mais en ce moment, le projet Imagineering qui m'intéresse le plus, et ça je l'ai dit en vidéo et j'insiste là-dessus, en ce moment vous avez ce projet-là qui m'intéresse le plus, et en deux vous avez Monstres et compagnie, le coaster en développement à Disney Hollywood Studios, mais vraiment en numéro 1, l'expérience Avatar, pour l'instant c'est comme ça qu'ils l'appellent parce qu'ils n'ont pas de nom encore à coller à l'attraction, une toute nouvelle zone Avatar. Mais pourquoi cette zone m'intéresse plus que finalement une copie de Flight of Passage comme ils auraient pu faire avec ce qu'il y a déjà à Disney Animal Kingdom? Parce qu'en fait tout sera nouveau, à la fois le principe technique de l'attraction, le film qu'on va mettre en avant, parce qu'il s'agit du deuxième film et c'est confirmé qu'on mettra en avant, donc The Way of Water. On le reconnaissait déjà dans les concept art, mais là ça a été confirmé à l'écrit. Et puis le fait que ce soit une zone qui va fonctionner d'une manière complètement différente de celle qui est déjà proposée à Disney Animal Kingdom. Et on sait enfin où sera cette zone, et je suis rassuré parce que là aussi le choix a été fait selon moi d'enlever des attractions et une zone qui effectivement était des zones pas parmi les plus intéressantes de Disney California Adventure. Donc c'est ce qu'on appelle le Hollywoodland, le Hollywood Backlot. C'était une avenue, c'était là aussi où il y avait des espaces de rencontre avec les personnages Disney, où on mettait en avant l'animation Disney.
Pour moi, c'était une zone qui était mourante, hein. Clairement, déjà à l'époque où je l'ai visité pour la première fois, ça m'avait marqué à quel point c'était une zone désaffectée. Je me suis dit combien de temps ça va tenir. Ben voilà, hein, ça a tenu 5 ans de plus, pas plus. Cette zone-là va commencer à fermer. Alors d'abord en 2026, ils vont fermer l'attraction Monstres et compagnie, et je sais pas s'ils vont fermer ensuite toute la zone dans la foulée. Mais en tout cas, la transformation va très très vite arriver. Et surtout, moi je suis quasiment sûr de ce qu'ils vont faire à l'intérieur, même si ça n'a pas été confirmé. Je suis pratiquement sûr qu'ils vont réutiliser la technologie de l'attraction Pirates des Caraïbes à Shanghai Disneyland, qui est donc une attraction qui est un boat ride, qui reprend le principe de base de Pirates des Caraïbes, mais qui le pousse plus loin. Et on va en reparler dans un instant avec Mission Bermude, mais en fait, le bateau est sans cesse rattaché à un rail et à un coaster, et donc le bateau fait des mouvements comme des mouvements de caméra en fait. C'est d'ailleurs ce qu'ils ont voulu faire probablement. Et le véhicule parfois repart en arrière, il pivote sur lui-même, il y a des poussées, ça change complètement la dynamique de l'attraction, alors que pourtant au début vous avez la sensation que vous êtes emporté par le courant comme dans les anciens Pirates des Caraïbes. Et puis pour moi l'effet le plus impressionnant, c'est en fait au tout début, lorsque Jack Sparrow apparaît, c'est à ce moment-là qu'on se rend compte qu'on n'est pas tout à fait dans un boat ride, disons classique, parce que le bateau se met à dériver. Au début j'ai cru que ça buguait, je me suis dit mais pourquoi le bateau s'incline comme ça, et en fait d'un seul coup la musique démarre et le bateau est pris dans le feu de l'action. C'est vraiment très très intéressant. Et d'un point de vue cinématique, enfin pour moi c'est quasiment du film là en fait, c'est comme si c'était une caméra de cinéma qui se déplaçait dans un décor, dans un plan de coupe en fait interminable. C'est vraiment très impressionnant, et j'ai l'impression qu'ils vont faire ça. Il y a un autre concept art qui a été montré où on est confronté à probablement, je pense que c'est Payakan, hein. Je pense effectivement que le climax de l'attraction c'est cette confrontation avec Payakan. Donc vous savez, c'est cette immense baleine dans Avatar qui se lie d'amitié avec un des fils de Jake Sully, et je pense qu'il y a une scène forte avec ça, et qu'il y aura un mélange d'effets pratiques avec un gros audio animatronics dans un vrai décor, et puis le reste du temps en fait des écrans ou alors du parcours scénique dans des salles immenses. Enfin vraiment j'ai très très hâte enfin je suis quasiment sûr de ce qu'ils vont faire, et c'est ce qui me hype en fait, c'est que j'ai compris très très vite l'idée qu'il y avait derrière, et je suis content qu'ils réussissent cette technologie parce que c'est clairement l'attraction qui m'a le plus marqué à Shanghai Disneyland, parmi mes attractions Disney préférées de tous les temps. Donc très très hâte de voir celle-ci, parce que je pense que ce sera une des meilleures effectivement qu'il pourrait y avoir ensuite dans les parcs Disney, notamment dans les parcs Disney occidentaux. Donc voilà pour ces premières actualités Disney en Californie, et je vous propose qu'on s'envole pour la Floride, et là on va parler d'une actualité qui m'a fait beaucoup moins plaisir. Direction Disney World, où ils vont créer le Piston Peak. Bah, sur le papier ça a l'air très très bien, sauf que pour moi ils le font à un endroit où vraiment je ne comprends pas. Remplacer Rivers of America, pour ça, franchement, je suis dégoûté. Donc, au Magic Kingdom, à Walt Disney World en Floride, dans le parc d'attractions le plus visité du monde, vous avez effectivement une sorte de retard qui s'accumule. Enfin, ouais, disons que Tron n'était pas un gros succès, le New Fantasyland, ça commence à dater, Tiana's Bayou Adventure, les retours sont plus que mitigés, le temps d'attente n'est pas si haut. En fait, il y a un besoin pour ce parc-là de se relancer, surtout qu'en face, il y a Epic Universe qui, en fait, peut faire chuter la fréquentation à Walt Disney World. Et d'ailleurs, j'ai l'impression que les temps d'attente à Disney World ont chuté ces derniers temps. Oui, pourquoi pas ajouter une zone Cars, je suis pas fondamentalement opposé, mais faire ça dans des attractions emblématiques Disney, au détriment de ce qu'on appelle le thème. Parce que c'est vrai que, très souvent, en commentaire de vidéo, qu'est-ce que je reçois comme commentaires qui me disent « Ah, Frozen, c'est qu'une seule attraction, tout ça pour ça. » Oui, mais on est dans du parc à thème. On est dans du parc à thème. Et il y a encore des gens qui me disent « Oui, mais ouais, mais Disney, ils font ça, mais dans d'autres parcs, vous avez 4 attractions d'un coup. » Oui, mais l'autre parc, c'est pas le parc le plus visité du monde. Et si les parcs Disney sont les plus visités du monde, et qu'ils font encore différemment que tous les autres parcs, c'est bien qu'il y a une recette particulière, un peu comme la recette cachée du Coca-Cola. Les Magic Kingdom, ce sont des recettes particulières qui ne fonctionnent, selon moi, pas uniquement sur le nombre d'attractions, mais bien aussi sur l'ambiance. Et c'est vrai que le Mark Twain, Tom Sawyer Island, le Liberty Bell, toutes ces attractions, les canoës, le Keelboat, c'est peut-être mal compris par le public et c'est pas si populaire, mais c'est pas parce que les visiteurs ne vont pas le faire qu'ils tiennent pas à ces endroits-là. Ça fait partie de l'ambiance, c'est ce qui vous ramène en arrière, ça vous réveille une sorte de mélancolie que je peux même pas décrire. C'est ce qui fait que moi je suis fan des parcs Disney et que je suis particulièrement attaché au parc à thème et que je suis moins attaché au parc de coaster. Et voilà, c'est vrai que ces univers immersifs me parlent particulièrement et je me dis mais c'est fou qu'ils aient eu cette idée-là dans les années 60. Je trouve ça absolument incroyable.
Et aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est plus tellement compris par les créatifs qui travaillent là-bas. J'ai l'impression qu'ils se trompent en ajoutant cette zone. Alors, très drôle, d'ailleurs, en commentaire de mes vidéos, il y a quelqu'un qui m'a dit « Alexandre, tu peux pas te plaindre de la bétonisation d'un parc à thème alors que l'essence même d'un parc à thème, c'est de se bétoniser. » Oui, merci, je suis au courant. Je sais bien que River of America, c'est quand même des étendues d'eau artificielles. Et que oui, ce sont des paysages complètement artificiels qui ont été créés de toutes pièces, et ce ne sont pas non plus des musées. Je suis d'accord avec l'idée que les parcs à thème n'ont pas à être des musées, mais pour moi ce sont des zones qui sont importantes dans l'énergie d'un parc à thème. Et puis ce qui est très drôle, c'est qu'il y a quelques temps, j'ai reçu d'autres commentaires de gens qui me disaient que, vous savez, au Universal de Bedford, donc à Londres, qui va être construit, bah, je disais « Ah, ça va être chouette, enfin ces terres qui vont prendre vie », et des gens qui m'ont dit « On peut pas se réjouir que du béton soit installé dans un endroit qui était de la verdure jusque-là ». Oui, bon, bah, par définition, si je suis fan des parcs à thème, forcément c'est de la bétonisation dans des endroits qui étaient des prairies, comme à Disneyland Paris en 1992. Bref, tout ça pour dire que, en fait, ce que je dénonce là dans Piston Peak, c'est le fait que River of America semble peu être compris par les Imagineers, de manière générale, et que c'est pas parce qu'ils étaient une copie de la version californienne qu'il y avait vraiment nécessité à les remplacer, surtout dans un endroit où vous avez énormément de place, hein. La Floride, contrairement à la Californie dont on parle à l'instant, c'est rempli d'espace, mais quand je vous dis rempli, c'est vraiment un délire. Donc pour moi, c'est de l'optimisation des coûts, c'est pas une raison valable selon moi. J'ai l'impression que là, le Frontierland est un fourre-tout. Ouais, la storyline correspond, finalement on y est, c'est Frontierland. Non, ça n'a ni queue ni tête, je suis désolé. Vous avez cette zone Piston Peak, en plein milieu de l'ancienne storyline de Frontierland, elle-même coupée en deux par Tiana's Bayou Adventure qui renvoie à New Orleans Square, et puis après vous avez Big Thunder Mountain, et puis juste avant d'entrer dans tout ça, vous avez Haunted Mansion qui lui est relié à la storyline, enfin historiquement était relié à la storyline de Liberty Square, et puis c'était une transition aussi vers River of America et le Liberty Bell. Et donc désormais vous avez quoi, Haunted Mansion qui donne vue sur Piston Peak, qui fait allusion à une thématique qui n'a rien à voir avec le Haunted Mansion juste à côté. En fait, pour moi, ça n'a ni queue ni tête, à tel point que je me dis même qu'il aurait fallu refaire tout le Frontierland en fait. Il fallait vraiment entièrement le refaire. Ou alors assumer l'arrivée de Tiana's Bayou Adventure avec une zone New Orleans Square plus prononcée, enfin je sais pas, mais là vraiment pour moi en termes d'enchaînement ça ne va pas du tout. Et d'ailleurs dans le communiqué de presse c'est très intéressant, ils arrêtent pas de dire « Ah il y aura de l'eau comme avant ». Il y aura de l'eau comme avant mais on bétonise 80% de la zone. Ok, ensuite les sapins vont cacher le nouveau Frontierland de l'ancien Frontierland. Ah, mais alors bon, alors du coup, si l'histoire de ce Frontierland correspond bien à l'ancien Frontierland, pourquoi le cacher du reste? C'est que donc, ça n'a rien à voir, évidemment. Et puis, il faut intégrer aussi Tiana's Bayou Adventure à cette skyline, et je vois d'ailleurs qu'en fait, l'eau de Tiana's Bayou Adventure, dans le concept art, est censée relier l'eau à celle de la zone de Piston Peak. Bon, tout ça est quand même très très bricolé. Le but derrière tout ça, c'est très simple, hein, c'est d'installer un énorme e-ticket pour vendre du DPA, pour vendre des produits dérivés Cars. Bon, ok, c'est aussi logique, hein, c'est le principe même de Disney, toutes ces boutiques de produits dérivés. J'entends complètement, mais pour moi, ça n'a pas de sens. Franchement, ça n'a pas de sens. La seule chose qui me plaît dans cette extension Cars, dans cette réhabilitation Cars, je vais vous le dire, c'est cette histoire de se calquer sur la storyline du Wilderness Lodge, donc qui est une storyline qui est de plus en plus exploitée dans les parcs à thème depuis le début des années 2000 et la fin des années 90, avec l'arrivée du Sequoia Lodge chez nous à Disneyland Paris, avec l'installation du Wilderness à Walt Disney World, l'installation de Disney California Adventure effectivement en Californie, et puis cet hôtel, le Grand Californian, et donc on étend la storyline de cet hôtel et de cet univers au parc, et ça fonctionne effectivement très bien dans les parcs, donc je doute pas que ça va fonctionner aussi, mais ça se fait pour moi au détriment d'une zone qui était la plus belle du Magic Kingdom. Aujourd'hui, le Magic Kingdom, c'est quand même un peu une honte, en fait, parmi les royaumes enchantés. Le Tomorrowland, il est beaucoup trop dans son jus, et beaucoup trop bétonné, peu de zones couvertes, et peu d'ombre, peu d'eau, et on enlève en fait une des seules vraies zones d'eau du parc. Par ailleurs, vous avez le Adventureland aussi qui est extrêmement enclavé et tout petit. Ça m'inquiète. Vraiment, je trouve que le développement du Magic Kingdom m'inquiète et je sens que Disney cherche à répondre à Epic Universe par le Magic Kingdom. Et je pense que le Magic Kingdom n'est pas forcément l'endroit où il faut se dire « Ah, c'est là qu'on va répondre à Universal ». Néanmoins, je suis intéressé par la zone vilain qui est actuellement développée dans la prolongation de Big Thunder Mountain et du Fantasyland. Là, j'ai quand même très hâte de voir ce que ça va donner. Donc effectivement, le Piston Peak, c'est une zone
qui rend hommage à l'Ouest américain et qui est inspiré de vrais parcs nationaux américains. Et puis vous avez cette attraction qui sera donc une création originale qui va rendre hommage à ces régions-là et qui ne sera pas une copie de l'attraction qui existait déjà à Disney California Adventure. Et on voit des vidéos être diffusées d'Imagineers en fait qui sont en train de conduire des jeeps sur des parcours un peu boueux. Et le parcours a l'air assez mouvementé, donc là j'avoue j'ai pas encore très bien compris à la fois la storyline ni même le principe technique de l'attraction, donc on s'y replongera quand on aura un peu plus d'infos. Les travaux pour ces zones là vont bientôt débuter, donc j'ai visité pour la dernière fois en août 2024 cette zone, River of America. Profitez-en si vous y allez avant la fermeture en juillet. J'avoue que je suis dévasté. Il restera donc plus que le River of America californien et le nôtre, le River of America parisien. D'ailleurs, vous êtes tous très heureux que le nôtre soit préservé. J'ai quand même vu quelques commentaires de personnes qui disaient « Ah mais c'est génial pour eux », mais en fait, si ça s'était produit à Disneyland Paris, je pense qu'il y aurait eu une grève. J'espère vraiment que le River of America parisien sera conservé, c'est un des meilleurs, et celui de Floride aussi était très très beau, je regrette vraiment cette disparition. Et je vous propose qu'on passe à la grosse actualité des parcs en France, l'inauguration de l'attraction Mission Bermude dont je vous avais beaucoup parlé en podcast. Vous le saviez aussi en vidéo, j'en avais aussi beaucoup parlé, on avait fait l'épisode spécial Aquascope, et donc il y a une grande partie de cet épisode qui est effectivement consacrée à l'ouverture de Mission Bermude, qui ouvre d'ailleurs le 28 juin. Et là pour l'instant l'attraction est principalement en soft opening, et elle était proposée à la presse et aux créateurs de contenu cette semaine, le 14 juin, c'était l'inauguration, disons, en grande pompe avec le préfet, la ministre et donc la presse. Donc Mission Bermude, pourquoi c'est une attraction qui m'intéresse énormément? Parce que c'est d'abord un nouveau ride system développé par Mack, les constructeurs des attractions à Europa Park, qui vendent leurs attractions au monde entier. D'ailleurs, grosse année pour Mack, qui était aussi le fournisseur de Stardust Racer à Epic Universe, donc vraiment deux très grosses attractions inaugurées par Mack dans des parcs dont la renommée n'est plus à faire. Et puis donc le Futuroscope qui concluait en fait un plan d'investissement de plusieurs années. Ça comprenait l'ouverture d'Objectif Mars, de Station Cosmos, d'Ecologe, de l'Aquascope, et puis cette année c'était donc Mission Bermude. Et là il y a un nouveau plan qui arrive, et donc il y aura un investissement de ce volume-là à peu près aussi, et qui prévoira l'ouverture de prochaines attractions, dont d'ailleurs un prochain coaster, mais on en reparlera plus tard. Donc Mission Bermude, on va reparler dans un instant du principe technique, mais on va se plonger un peu dans l'histoire que nous raconte l'attraction. C'est une attraction d'aventure. On rejoint là un équipage et une société. La société, elle s'appelle Atlas, elle est spécialisée dans l'analyse topographique de sites marqués par des anomalies scientifiques, et on va suivre les aventures d'une expédition de 3 explorateurs qui ont été envoyés en mission dans le triangle des Bermudes. Il y a Jennifer, la chef d'expédition, Victor, Jean-René. Ces gens-là, on les entend dans l'attraction, ils hurlent à la mort. Et en fait, je pense d'ailleurs qu'ils sont morts, parce que je ne sais pas très bien ce qu'ils sont devenus. Nous, en tout cas, on s'en sort à la fin. Eux, je ne sais pas ce qu'ils sont devenus. Et tout au long du parcours, on comprend un peu ce qui s'est passé, parce qu'on passe juste après eux, en fait, en quelque sorte. Et donc, on va nous demander de rejoindre cette mission pour essayer d'aller les retrouver. Et on commence par la file d'attente de l'attraction, que j'ai adorée. J'ai vraiment beaucoup aimé la file d'attente de l'attraction. Les files d'attente du Futuroscope sont très très réussies. Là, celle-ci, elle est en extérieur. Il y a quelques zones couvertes, mais elle est principalement effectivement en extérieur. Et d'abord, le parcours de la file d'attente, c'est au niveau du triangle des Bermudes, c'est-à-dire dans le parcours de l'attraction, et on voit les bateaux qui passent. Franchement, pour une première attraction en extérieur au Futuroscope, j'ai vu quelques critiques sur la thématique, mais moi je suis quand même très très emballé. J'ai trouvé que c'était assez travaillé et vraiment intéressant, et j'ai par ailleurs trouvé que la skyline avec l'hôtel Station Cosmos matchait bien avec cet univers, et ça se voyait que ça avait été pensé avec les deux en même temps. Vous avez donc d'abord le laboratoire d'expérimentation scientifique, où vous retrouvez en fait des objets exposés, on voit qu'il y a eu des études scientifiques, j'ai trouvé ça très très réussi. Puis ensuite vous avez le garage à buggies, qui sont en fait des véhicules d'exploration, et en fait ces véhicules sont prêts à être utilisés pour partir en expédition, et on ressent ça dans la file d'attente, ce côté il s'est passé quelque chose, il y a un problème, et quand on voit ces véhicules juste avant de monter nous-mêmes dans l'attraction, en fait on comprend qu'il y a une volonté de quitter ce camp. On comprend qu'en fait on est dans un camp et qu'on va le quitter. Donc on comprend très bien l'histoire, elle est très facile à comprendre, et je pense que la plupart des visiteurs la comprennent assez vite. Et puis, c'est le moment où on embarque dans les bateaux. Donc on est 2 par rangée dans ces bateaux, et attention, en fonction de votre position à l'intérieur, vous ne serez pas du tout mouillé de la même façon. Premier rang, je vous le dis, vous aurez de l'eau
jusqu'au mollet. C'est impressionnant la quantité d'eau qu'il y a devant. Donc vraiment, vous allez être trempé. D'ailleurs, les créateurs de l'attraction nous ont dit qu'ils allaient peut-être réfléchir à une signalétique pour indiquer que devant, ce serait vraiment très très mouillé. Pour rappel, le Futuroscope a une forte amplitude d'ouverture tout au long de l'année, donc l'attraction sera ouverte en hiver. Donc attention, c'est une attraction qui mouille beaucoup. En revanche, vous êtes moins mouillé lorsque vous êtes plutôt au milieu de l'attraction. Lorsque vous êtes dans les 3e, 4e rangées, là vous êtes un peu moins mouillé. Et puis, c'est l'embarquement. Il faudra donc laisser votre sac. Vous ne pouvez pas emmener vos effets personnels avec vous, sauf si vous laissez quelques éléments dans la poche. Et donc, vous débutez le parcours par l'île, par la mer. Donc, c'est un parcours qui fait écho au Triangle des Bermudes. On reconnaît là cet univers. Et c'est là que moi, j'ai beaucoup aimé déjà le principe technique de l'attraction qui consiste donc à être sur un coaster en permanence, c'est-à-dire que le véhicule ne se détache jamais du coaster, alors que par exemple dans Poséidon à Europa Park, le boat se décroche du coaster et à certains moments vous êtes emporté par le courant, vous avez des parties coaster et vous avez des parties splash. Là en fait, vous êtes 100% du temps dans un coaster et ils appellent ça donc le rocking boat. Vous naviguez en fait dans le Triangle des Bermudes mais sans savoir dans quelle direction vous allez aller. Généralement, dans les boat rides, en fait, vous devinez le courant, vous savez où le véhicule va aller. Là, il y a suffisamment d'eau et d'espace pour ne pas savoir à l'avance quel va être le mouvement, à quel moment le véhicule va tourner, dans quelle position il va se mettre. Et ça rend l'attraction vraiment, vraiment intéressante. On est complètement pris au dépourvu, on est volontairement désorienté. Et j'ai trouvé ça très, très fort. Et puis, il y a un moment où le bateau sort de l'eau. Le véhicule se déplace sur le coaster à l'extérieur, comme si on était dans un dark ride. Et donc, c'est de la propulsion magnétique, hein. Bien sûr, c'est de la propulsion comme vous pouvez en retrouver en fait dans les coasters habituels. Bien que la poussée soit pas si forte que ça, en fait, vous sentez que c'est de la poussée magnétique. Et donc là, vous vous retrouvez dans l'île des Bermudes et en réalité, petit à petit et très discrètement, le véhicule prend un peu de hauteur pour se précipiter dans les rapides. Et là, c'est ce que probablement vont préférer les visiteurs avec la chute principale. Les rapides, c'est génial parce que en fait, le coaster fait une petite chute et il est emporté par la force de l'eau, comme vous pouvez retrouver ça en fait dans les attractions de type bouée, mais sauf que là, le véhicule ne quitte pas le rail. Il est toujours raccroché au rail, et donc il flotte, et il est soumis à la force de l'eau. Et là, c'est vraiment impressionnant. Vous prenez une quantité d'eau, et il y a vraiment une sorte d'intensification du rythme de l'attraction qui est vraiment, vraiment très intéressant. J'avoue que j'ai adoré cette partie, c'est la partie rafting qui est la plus importante. Elle est d'ailleurs en 2 parties, vous avez 2 rapids. Et c'est là où les gens réagissent le plus, où ils rigolent, où vraiment ils poussent quelques cris, c'est là où c'est intéressant. Et puis après, on s'approche d'une sorte de vortex, et le véhicule reprend une course, disons, classique. On emprunte une sorte d'aiguillage, le véhicule repart en arrière vers le bunker. Et donc le bunker, c'est là où on s'approche du climax de l'attraction pour le fameux portail spatio-temporel. C'est là où il y a l'ascenseur et la chute. C'est là où il y a un peu moins de thématique. Dans le bunker, il y a de la thématique, hein. C'est effectivement un endroit qui est plus thématisé, mais par contre, lorsqu'on est dans l'ascenseur et qu'on s'approche de la chute, il n'y a plus du tout de thématique. Là, c'est un peu moins bien mis en scène. Et c'est peut-être dans le bunker que j'aurais voulu avoir une partie Dark Ride. Et par ailleurs, dans le bunker, il y a toute une section, donc on repart en arrière, où on se dirige vers l'ascenseur. Et en fait, à cet endroit-là, je m'étais dit, j'aurais bien voulu un Dark Ride à cet endroit-là précisément. Et en fait, plus j'y réfléchis, plus je me dis, mais ça, il ne tient à rien, enfin, il n'y a pas grand-chose à rajouter pour que cette section qui se fait en arrière soit déjà enrichie d'effets. Soit peut-être de l'eau à nouveau, ou alors du mapping, ou alors un effet de flamme comme il peut y en avoir dans le parcours d'Objectif Mars. En fait, cet endroit-là est légèrement sous-exploité. Et je me dis que ça peut être une zone qui peut être améliorée dans le futur. Et puis ensuite, vous avez la chute, qui est assez sensationnelle. Une fois arrivé en bas du splash, ça mouille pas beaucoup, mais croyez-moi que vous aurez votre quantité d'eau dans les rapides. En fait, pour moi, l'attraction mouille. Vraiment, elle tient sa promesse autour de l'eau. Donc, effectivement, le splash n'est pas si humide que ça, sauf si vous êtes quand même au 1er et 2e rang, ça va mouiller un peu plus pour le splash, mais sinon vous serez effectivement pas trop mouillé au moment du splash. Mais comme vous avez eu la sensation de la chute, de l'ascenseur, d'être parti en arrière et des rapides, pour moi le pari est gagné sur cette attraction. Et même sur la partie thématique, j'ai beaucoup aimé les sections rapides. L'île des Bermudes aussi, ça fonctionne. Quand la végétation aura poussé, ce sera vraiment très réussi. Pour une première attraction en extérieur au Futuroscope, je vous assure que c'est vraiment un pari réussi et que ça va très vite devenir une des attractions préférées des visiteurs. Ça va même, je pense, créer quelques vocations parmi les parcs fans, parmi les visiteurs qui ont l'habitude de venir ici, qui n'ont pas forcément l'habitude de se retrouver dans ce genre d'attraction. Je pense que ça va devenir un hit. Objectif Mars va probablement rester
l'attraction la plus populaire, moi je vous avoue que ma préférée désormais c'est Mission Bermude. Ah, clairement c'est mon attraction préférée du parc, à la fois pour la technique, pour la thématique, vraiment tout ce que fait le Futurospot ces derniers temps est très intéressant et je trouve cette attraction vraiment réussie. Pour moi c'est un quasi sans faute. Je vous partage quelques chiffres sur l'attraction que j'ai relevés qui sont intéressants. Jusqu'à 1000 personnes par heure, il y a 457 mètres de parcours, il y a 16 mètres de haut, au moment de la chute finale on est à plus de 60 km/h. Au total il y a plus de 4500 arbres et végétaux qui ont été plantés. Au total l'attraction a coûté 25 millions d'euros. Je vous invite vraiment à aller la découvrir. Je maintiens ce que j'ai dit en vidéo, pour moi c'est une réussite. Et la partie Dark Ride me manque, le parc me l'a justifié en me disant que, en fait, comme c'est une attraction en extérieur, ils veulent privilégier du décor réel et pratique. Bon, il y a eu des coupures budgétaires clairement sur l'attraction, mais je crois que c'est pas tellement remarqué par le public. Ils étaient très nombreux devant l'entrée de l'attraction à attendre qu'elle ouvre en soft opening. Toute la journée les visiteurs guettaient l'ouverture et espéraient pouvoir la faire. Vraiment je vous assure qu'elle va rencontrer un grand succès. Je vous conseille d'ailleurs de la faire soit dès l'ouverture ou alors au moment de la fermeture, parce qu'il y aura toujours un assez gros temps d'attente, en tout cas en période estivale. Voilà pour cette section dédiée à Mission Bermude, et maintenant on va parler du sujet qui déchaîne les passions des fans et des parcs fans et des fans Disney. On va parler bien sûr de Disney Abu Dhabi. Aïe 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 aïe, Disney Abu Dhabi. Alors déjà il faut que je vous raconte comment ça s'est passé. J'étais au Japon, je venais de découvrir Universal Japan, que j'ai adoré d'ailleurs. Et le soir même, on rentre, et Robin, avec qui on est parti au Japon et que vous connaissez, pour ceux qui ont notamment écouté l'épisode sur l'Aquascope, il se retourne vers moi, il me dit les gars, c'est marrant, vous n'êtes pas au courant de ça? Et Rafi et moi, on lui dit mais comment ça? Et là, Robin nous dit je crois que je vais vous annoncer une des nouvelles les plus dingues de l'histoire des parcs Disney, sans que vous le sachiez, et c'est moi qui vais vous l'apprendre. Et moi, j'avais pas de réseau à cette station de métro quand il m'a annoncé ça, et là, il me dit les gars, il y a un nouveau parc Disney qui va ouvrir. Et là, je suis tombé de ma chaise. Disney Abu Dhabi. Et oui, ça va se produire. Et donc le soir même, je rentre, je produis ma vidéo, j'ai l'idée d'intégrer Robin et Rafi à cette fameuse vidéo, parce que j'avais envie de partager ce moment historique avec eux. On poste la vidéo, et là, je me prends le plus gros saut de merde de l'histoire de ma chaîne YouTube. Quasiment 100% de commentaires négatifs. Mais surtout, ce qui s'est passé, c'est dans mes MP, c'est là où ça m'a choqué. J'ai pris des messages d'amis, de cast members que je connais, assez violents, sur cette histoire, qui m'en ont mis plein la gueule, parce qu'ils avaient l'impression que je soutenais l'arrivée de ce parc, et que je cautionnais, en fait, la politique aussi aux Émirats Arabes Unis. Alors, il faut qu'on reprenne tout depuis le début. Il y a plusieurs points à aborder sur Disney Abu Dhabi, il y a plusieurs choses à comprendre. Donc déjà, j'aimerais vous faire comprendre où se situe Disney Abu Dhabi. Disney Abu Dhabi, ça se situe à Yas Island, qui est une zone de divertissement, qui est l'une des meilleures zones de divertissement que vous pouvez retrouver au Moyen-Orient. Dedans, vous avez le Warner Park, qui est un très très bon parc en intérieur, qui est un de mes parcs à thème préférés, uniquement en intérieur, avec des zones qui rendent hommage à l'univers de DC Comics que j'adore. Vous avez aussi des zones sur l'univers des Toons, et puis très bientôt une zone Harry Potter. Et il y a un hôtel absolument incroyable. Dans cette même zone, vous avez aussi le Ferrari World. Et le Ferrari World, il n'a pas été construit là par hasard, il y a le circuit de F1 d'Abu Dhabi, dans lequel d'ailleurs il y a un hôtel, et moi j'ai dormi au-dessus du circuit de F1. Pour ceux qui sont des fans de F1, vous voyez cet hôtel dans les compétitions F1, et on a dormi au-dessus de cette piste de F1. Et puis, dans cette zone, vous avez aussi un parc aquatique dont j'ai oublié le nom. Et puis, très bientôt, vous aurez donc ce parc Disney. Il y a aussi très récemment eu l'arrivée de SeaWorld qui s'est installé. Et donc, clairement, Yas Island aujourd'hui se démarque parmi les zones de divertissement et de loisirs parce que c'est l'une des meilleures et surtout celle qui arrive à attirer les marques et les constructeurs les plus intéressants. Et puis, vous avez le grand concurrent qui est Dubaï, qui a aussi essayé de se diversifier, qui a essayé de préempter cet univers du tourisme dans ces zones-là et qui a été le premier émirat à prendre ce tournant, beaucoup plus tôt d'ailleurs qu'à Abu Dhabi, mais sauf que ça a floppé. Voilà, ça a floppé. Dubaï Park and Resorts, c'est sympa, mais c'est pas du niveau de Yas Island. Dedans, vous avez le Bollywood Park qui a fermé, que j'avais visité, qui est devenu un parc sur le Real Madrid. Vous avez ensuite, dans cette même zone, Motion Gate, qui est pas mal. Motion Gate, j'avoue, qui est pas mal, avec une attraction sur l'univers de Dragon que j'avais adoré
adoré et j'avais espéré un jour qu'Universal développe une attraction de ce type-là en indoor pour Dragon, mais ils ont finalement fait un autre choix, il y a un autre parti pris artistique qui a été choisi pour Epic Universe. Et puis il y a Legoland, Legoland, vraiment pire journée de ma vie. On est resté beaucoup trop longtemps dans ce parc qui est très bien, mais vraiment pour les kiddies, vraiment c'est un kiddie park, mais qui rencontre pas non plus trop son public, j'ai l'impression. De manière générale, les parcs dans les Émirats sont étonnamment vides. Ce sont des parcs qui sont particulièrement vides. Et donc c'est finalement à Abu Dhabi que Disney a décidé de s'installer. Alors pourquoi Abu Dhabi ? Pourquoi Disney fait le choix d'Abu Dhabi ? Ils font le choix d'Abu Dhabi pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que dans ces régions-là, dans les régions des Émirats, au Moyen-Orient de manière générale, il y a beaucoup d'argent, c'est beaucoup de pays pétroliers, beaucoup de monarchies, du Golfe en fait, qui détiennent beaucoup d'argent et de pétrole. Dans ces régions-là, il y a des alliés des États-Unis. Et parmi les grands alliés des États-Unis, vous avez effectivement Abu Dhabi, qui est donc la capitale des Émirats Arabes Unis, mais les Émirats Arabes Unis sont quand même assez autonomes, ils ont une forme d'indépendance, c'est comme une sorte d'État fédéral, où vous n'avez pas tout à fait la même culture. Par exemple, Dubaï, c'est très 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 libéré, c'est très touristique. Abu Dhabi, un peu moins. Abu Dhabi, c'est plus culturel, c'est plus traditionnel, mais vous avez quand même une forte population, disons, britannique, vous avez beaucoup d'expatriés français. De toute façon, vous allez, la plupart du temps, très peu croisés d'Émiratis parce qu'ils ne composent pas la majorité de la population. C'est toute la particularité de ces Émirats Arabes Unis, c'est que, en fait, la population qui a créé ce pays-là est en minorité, ne représente pas la majorité de la population. Donc, c'est des zones très particulières. Vous avez un autre concurrent à Abu Dhabi et à Dubaï, c'est l'Arabie Saoudite. Et vous le savez parce qu'en ce moment, il y a une zone de loisirs qui est en plein développement. Et tout le monde en parle d'ailleurs en ce moment, Disney aurait pu faire le choix de s'installer là-bas parce que l'Arabie Saoudite, comme les Émirats Arabes Unis, sont un allié précieux des Américains. Donc il faut s'installer dans des zones stables, dans lesquelles on sait que nos visiteurs seront en sécurité, que nos valeurs seront comprises, que ce sont des Émirats qui s'ouvrent sur l'Occident. Alors je voudrais pas trop faire de politique là dans ce podcast, mais ils sont pas forcément trop alliés aux ennemis des Américains, comme par exemple l'Iran. Voilà, ce sont des régions stables qui sont des sortes de bases arrières des États-Unis, de la France. On leur vend nos armes à nous aussi. Et donc c'est pour ça que vous avez le Louvre, c'est pour ça que vous avez toutes ces marques américaines. Donc Disney Abu Dhabi va s'installer là. Mais c'est un parc qui va être géré par Yas Island. Donc pourquoi Bob Iger a fait ça ? Bob Iger, il a fait ça parce qu'il a besoin de cash. Ce genre de parc, à part quelques petites garanties sur l'image de Disney et sur la pérennité de la destination, en fait Disney ne s'engage à rien là-dedans à part à faire facturer ses services. Donc ils vont superviser le design du parc, ils vont s'assurer que l'exploitation convienne à leurs standards et ensuite c'est ciao, comme à Tokyo. Donc vous aurez une division Imagineering qui travaillera pour eux de manière occasionnelle pour développer le resort, pour s'assurer qu'il est bien exploité, mais grosso modo, c'est juste une façon de faire rentrer du cash. Comment dire, c'est un peu le dernier salut, quoi. C'est un peu, voilà, je fais ça pour sauver la boîte. Le fait d'annoncer un parc dans une région comme ça, c'est pas à la hauteur d'un Epic Universe ou d'un Universal Bedford, c'est clairement un parc pour dire, voilà, on en ouvre un nouveau, mais la vérité derrière, c'est pour sauver un peu la mise, pour faire travailler Imagineering, pour faire de la facture, pour faire du cash facile et pour donner une raison de vivre à Imagineering pendant les prochaines années. C'est ça qui me fait un peu de la peine, c'est qu'on a l'impression que c'est le truc du dernier salut, quoi. C'est ça qui, moi, m'inquiète, et c'est ce que j'ai dit en vidéo, ça, c'est quand même quelque chose qui m'inquiète, c'est pas forcément une bonne nouvelle, ça veut dire que Disney a besoin de beaucoup d'argent. Et ça fait des années que Disney se fait débaucher par Dubaï, par Abu Dhabi, pour essayer de construire ce parc. Ils sont tous les ans sollicités pour essayer de construire ce parc. Pourquoi maintenant ? Mais parce que Disney va mal maintenant. Donc c'est une façon de les faire aller mieux, comme à l'époque de l'ouverture de Tokyo Disneyland. Donc ça, c'est le premier sujet. Et donc, on sait que ce sera un parc qui sera principalement en intérieur. Il faut savoir que dans ces régions-là, l'air est absolument irrespirable. À partir, limite, du mois de, je pense, d'avril-mai, ça commence à devenir irrespirable, jusqu'à fin octobre, si je dis pas de bêtises. Et puis moi, j'y suis même allé en décembre à l'occasion de l'exposition universelle, et c'était là aussi irrespirable. Donc, effectivement, ce sont des zones qui seront principalement en intérieur. Le parc va fonctionner un peu comme à Epcot, avec des pavillons. Il y aura, à mon avis, quelques zones de circulation en extérieur, mais sinon, effectivement, on devra rentrer dans des pavillons qui seront des landes qui vont rendre hommage aux grands classiques Disney. Et d'ailleurs, la vidéo, je l'ai faite un peu à la va-vite, parce que quand on regarde bien ce qui a été partagé, le communiqué de presse, en fait, on peut tout deviner. On sait déjà tout ce qu'il y aura. J'ai vu qu'il y avait des allusions à Vaiana, il y a Journey into Water, je pense. Il y a aussi Tron, probablement. J'ai vu qu'il y avait un peu de Test Track aussi. J'ai vu qu'ils mettaient en avant Zootopie. Voilà, grosso modo, les gros univers, grosses attractions qui vont être poussées. J'ai vu la Reine des Neiges aussi. Il y aura probablement, bien sûr, des créations originales. Je pense aussi qu'il y aura la réutilisation d'attractions emblématiques
qui existe déjà dans les autres parcs Disney. Et ça va être une sorte de hub et de lab aussi pour Walt Disney Imagineering qui pourra développer des idées, des connaissances, de la masse salariale, lancer des nouveaux directeurs créatifs pour ensuite les impliquer sur des projets plus risqués, comme par exemple dans les parcs Disney américains. Donc voilà pour Disney Abu Dhabi. Et ensuite, effectivement, quand j'ai sorti cette vidéo, on m'a reproché beaucoup de choses. On m'a reproché de ne pas avoir parlé des droits de l'homme. On m'a reproché aussi de ne pas avoir parlé de la question écologique. Effectivement, il y a deux gros sujets. D'un côté, l'écologie, de l'autre, les droits de l'homme. Alors, le premier sujet dont on va parler, l'écologie, je vous avoue que là, je ne comprends pas, je ne sais pas comment y répondre, je ne sais pas comment le traiter. Pour moi, l'industrie du parc à thème, de manière générale, n'est pas propre du tout. Voilà, je sais qu'il y a un greenwashing de ces entreprises depuis toutes ces années. On me l'a souvent dit aussi quand j'ai parlé de la cruise line. Par essence, l'industrie du parc à thème ne peut pas être propre et ne le sera pas de sitôt. Elle fait des progrès, il y a les panneaux solaires par exemple à Walt Disney World, à Paris aussi, mais Disneyland Paris n'a pas poussé comme ça au beau milieu d'un pot de fleurs comme dans Wall-E là quand il met le pot de fleurs dans la terre et qu'il dit voilà je le mets dans la terre et ça va faire une pizza. Non, c'est ouais. La vraie vie c'est que aujourd'hui l'industrie du loisir est une industrie polluante. Donc qu'elle soit polluante à Abu Dhabi ou à Disneyland Paris, je ne vois pas la différence. Et je pense aussi que notre vision occidentale altère complètement notre jugement sur les choses. L'Occident a détruit pendant des années la planète entière. Et maintenant qu'on a suffisamment d'argent pour investir dans les énergies renouvelables, on veut faire la leçon à ces pays émergents qui en réalité, je vous le dis, pour l'avoir vu de mes yeux, sont beaucoup plus forts que nous. Alors d'abord parce qu'ils ont des infrastructures plus récentes, mais ils investissent beaucoup plus d'argent que nous dans le photovoltaïque, par exemple, dans les Émirats. Je pense que d'ailleurs Disney sera, le Disneyland là-bas sera d'ailleurs un des premiers parcs qui sera alimenté majoritairement en énergie solaire. Il y a des usines de panneaux solaires dans les Émirats, vous pouvez même pas imaginer. Sur l'isolation thermique aussi, ils sont très forts. Alors par contre, quel est le sens de construire un parc au milieu d'une zone vide? Ça, c'est un vrai sujet. Mais à l'époque où Disneyland Paris a été construit, c'était aussi une zone vide et il n'y avait pas ces millions de visiteurs qui venaient. Alors la question est de savoir, est-ce que ces visiteurs vont venir à Abu Dhabi? Effectivement, je ne pense pas qu'ils vont venir tout de suite. C'est clairement pas un parc qui va fixer un nombre de visiteurs et c'est toujours très troublant de visiter ces zones de loisirs qui sont très vides. Ça interroge effectivement de construire des zones de loisirs qui ne rencontrent pas leur public. Mais là, on voit quand même que Yas Island recherche des visiteurs. Quand on fait venir une marque comme Disney, clairement, ces parcs ne seront pas aussi vides que ceux de Dubaï. Pareil pour la zone Harry Potter à Warner, j'ai l'impression qu'il y a une volonté derrière de faire en sorte enfin d'attirer un public et d'en faire une zone de loisirs. Et par ailleurs, Dubaï est devenue une vraie destination touristique. Il y a des zones touristiques qui fonctionnent à Dubaï, comme le fameux Aquaventure et Atlantis que j'ai fait, qui sont absolument incroyables. Et là, pour le coup, ça a rencontré leur public. Sur la question écologique, oui, bien sûr que Disney Abu Dhabi est une aberration écologique, mais elle ne l'est pas plus que Disneyland Paris, que les croisières Disney et que même Epic Universe. Voilà, il y a quelques jours aussi, quand j'étais à Mission Bermude, j'ai filmé l'inauguration de Mission Bermude et à un moment donné, le bateau s'est lancé dans le vide et ils avaient mis des lance-flammes pour l'inauguration de Mission Bermude. Et plusieurs personnes m'ont envoyé « Ah ben bravo le bilan carbone avec les lance-flammes ». Mais quelle est la différence avec les lance-flammes de Disneyland Paris pour le spectacle du soir? Quelqu'un aussi m'a dit la même chose pour Epic Universe avec le moulin en feu. Ah là là, ces moulins en feu, c'est quand même problématique d'un point de vue écologique. Mais en fait, s'il n'y a que Disneyland Paris qui a le totem d'immunité sur l'écologie, on va pas s'en sortir. Aucun parc n'est propre, n'est vert. Il y a bien sûr l'énergie renouvelable, il y a le tri des déchets, mais par essence, un parc, et surtout un parc Disney, n'est pas propre et même c'est une catastrophe pour l'écologie. Tous ces déchets, tous ces produits dérivés fabriqués en Chine, c'est une catastrophe. Et je pense qu'il faut se rendre à l'évidence. Je suis un passionné de cette industrie. Ce sont des gens passionnés qui travaillent dedans. Il y a des gens qui n'ont pas du tout la volonté de détruire la planète quand ils travaillent dedans. Il y a beaucoup d'artistes très talentueux, mais ça reste une industrie capitaliste extrêmement polluante. Et après que je vous ai dit ça, je ne sais pas quoi vous dire de plus, quoi. Comme le secteur de l'aviation, qui est un secteur qui me passionne, de manière générale, le secteur du transport me passionne, que ce soit le ferroviaire et l'avion, l'industrie du loisir, c'est faire consommer les gens, pas pour un besoin essentiel, c'est pour divertir, voilà. Mais moi, je considère, par contre, c'est ma vraie vision, ça je l'assume, que le loisir est un besoin essentiel. Voilà, en France, on a une culture du congé payé et du loisir, et donc j'estime que oui, c'est un besoin essentiel qui permet de éveiller les gens à une
une forme de culture, je pense que c'est pas une sous-culture, à une forme de culture, et le divertissement permet de rendre les gens créatifs, de les éveiller à des thématiques, comme d'ailleurs le réchauffement climatique. Je pense que le loisir et le divertissement ont permis d'introduire les gens aussi à ces thématiques, et maintenant ça se retourne du coup contre l'industrie du loisir. Mais oui, pour moi c'est quelque chose d'essentiel, en tout cas dans ma vie, pour moi c'est important. Et alors les retours les plus virulents, c'est bien sûr sur la question des droits de l'homme. Et là on va parler du sujet le plus touchy, dont je voulais vraiment vous parler, parce que ça a fini par me heurter, la question des droits de l'homme et des personnes LGBT aux Émirats Arabes Unis. Alors oui, aux Émirats Arabes Unis, effectivement, les droits de l'homme ne sont pas les mêmes qu'en France, et effectivement, c'est un pays qui est sous une sorte de charia, c'est une monarchie, et donc effectivement, les droits de l'homme ne sont pas les mêmes que chez nous ou que dans d'autres pays. Et là aussi, donc, j'ai reçu un nombre de messages incalculable de gens qui pensent que parce que je parle de l'ouverture de ce parc, je vais cautionner toute la politique d'un pays. J'ai reçu des messages très virulents, d'ailleurs, comme je vous le disais, les messages les plus virulents que j'ai reçus, et je tiens à le dire, c'est les messages des cast members. Ceux qui se sentent le plus heurtés par cette décision, c'est les cast members qui ont cru au discours inclusif de Disney. Bah oui, parce que depuis plusieurs années, Disney, effectivement, instaure ce discours inclusif, notamment autour des thématiques LGBT, les soirées Pride, avec cette fameuse clé de l'inclusion, et donc ils se sentent désabusés parce que, aux Émirats Arabes Unis, l'homosexualité c'est pénalement répréhensible et que donc du coup ça sous-entend que Disney n'a pas tenu sa promesse autour de cette clé de l'inclusion. Là on touche du doigt pour moi un problème que j'avais essayé de traiter en vidéo, qui avait été très mal compris quand j'en avais parlé aussi en vidéo. L'histoire de l'inclusion et Disney. Quand Disney a commencé à mettre son doigt dans ces histoires d'inclusion, j'en suis triste pour les cast members qui ont cru à ce discours inclusif, parce que dès le départ, on ne peut pas croire à ce genre de discours quand derrière, le seul objectif d'une entreprise est bien sûr la rentabilité. Ça ne veut pas dire qu'une entreprise n'a pas de valeur, mais une entreprise américaine, capitaliste, qui n'appartient pas à l'État en plus, forcément, elle a un objectif commercial qui se fera toujours au détriment de ses propres valeurs et de certaines valeurs fondamentales que je dirais de valeurs humaines, comme celle dont on parle là, c'est-à-dire les valeurs des droits de l'homme. Et donc, je suis triste pour les cast members qui ont cru sincèrement au discours de Disney à une époque où en fait ils ont instauré ce discours parce que il y avait une partie de la population américaine qui revendiquait des droits, et à juste titre. Et ils ont entendu ces revendications, et donc les salariés Disney, à juste titre, ont pensé que Disney faisait ça parce qu'ils croyaient vraiment en ces valeurs d'inclusion. Et je pense par ailleurs qu'ils y croient. C'est pas qu'ils y croient pas. Mais quand il s'agit de faire du business, ils y croient un peu moins. Ça, on le sait depuis l'ouverture de Shanghai Disneyland. Parce que quelle différence entre les Émirats Arabes Unis et la Chine en termes de droits de l'homme? Je dirais même que c'est pire en Chine. Si on s'intéresse un peu à ces questions-là, on le sait que c'est pire en Chine. Alors sur les questions LGBT, effectivement, c'est plus prononcé dans les monarchies du Golfe. Si je dis pas de bêtises, plus d'une trentaine de pays musulmans où l'homosexualité, c'est proscrit. Donc si, admettons, ça avait été au Qatar, à Oman, en Égypte, en Algérie, au Maroc, en Libye, ça avait été dans ces pays-là, ça aurait été le même problème. C'est pour ça aussi que je dis, attention, il ne faut pas confondre. Abu Dhabi, c'est pas l'Arabie Saoudite. C'est pas non plus la Libye ou l'Iran, ça n'a rien à voir. C'est un sujet qui me touche personnellement. Vous le savez, je mets jamais en avant ma vie privée, mais forcément, c'est des attaques qui m'ont touché. Enfin, comment on peut croire que je peux défendre l'interdiction des droits LGBT. Quand j'ai visité ces endroits, j'ai eu une appréhension. Mais la réalité dans ces endroits-là, où la majorité de la population est plutôt une population presque occidentale, bah en fait, vous vous sentez pas en insécurité. D'ailleurs, il y a des hôtels américains que vous pouvez réserver avec un petit pins LGBT qui vous signale qu'ils garantissent la sécurité de leurs visiteurs qui seraient issus des minorités LGBT. Voilà, mais par contre, c'est vrai que les Émiratis sont quand même effectivement traditionnalistes. Il y a eu le même sujet lors de la Coupe du Monde au Qatar, mais bien sûr que ça me rend triste que dans ces pays-là, certains droits fondamentaux ne soient pas respectés. Il y a aussi un autre problème, c'est aussi bien sûr les droits des travailleurs là-bas, qui vous imaginez bien sont pas du tout les mêmes que les droits des travailleurs français. Ils travaillent parfois dans de très très mauvaises conditions, et donc bien sûr que tout ça, ça questionne sur le développement de Disney qui se contredit, et j'en suis triste pour les cast members qui peuvent croire parfois à ces discours ultra inclusifs et qui en fait se rendent compte que Disney parfois se contredit totalement. Et c'est vrai qu'on aimerait voir Disney se développer dans d'autres territoires. On pourrait penser à l'Amérique du Sud. Et vous êtes nombreux à m'avoir demandé pourquoi je n'ai pas traité ce sujet en vidéo. Et là, je vais faire une réponse qui est catégorique. J'ai fait le choix dès le départ d'intégrer à cette vidéo Robin et Raphaël. Raphaël, vous le savez, qui est salarié de la Walt Disney Company. Nos vidéos
sont quand même parmi les plus vus dans la sphère Disney francophone. Si la vidéo ne plaît pas à un membre du COMEX de Disneyland Paris et qui décide de le virer, pour une raison ou pour une autre, parce qu'on ne va pas dans le sens de la Walt Disney Company à ce moment-là, ça peut quand même l'exposer à des risques. D'ailleurs, parmi les cast members qui m'ont secoué, il y avait des RH. Est-ce que parmi ces RH, il y en a qui prendraient la défense de Raphaël, au cas où il serait mis en difficulté parce que j'aurais tenu un propos dans la vidéo qui ne serait pas forcément allé dans le sens de Disney par rapport à ces histoires de LGBT. Évidemment, je ne pense pas que ces gens-là auraient pris sa défense. On est dans un monde un peu dur. Je sais ce que c'est que le monde de l'entreprise, je suis moi-même salarié, et donc ça peut exposer Raphaël à des risques, et j'ai pas voulu prendre ce risque pour lui, car c'est mon meilleur ami, et j'ai pas à me justifier là-dessus. Voilà. Mais par contre, je suis très heureux d'en parler avec vous en podcast. Voilà, je vous ai dit à chaud ce que j'en pensais et j'ai été très curieux de lire vos avis. Et merci encore pour vos nombreux messages. Je sais que vous avez été très nombreux à attendre ce nouvel épisode et je m'en excuse de ce retard. Comme je vous l'ai dit, je priorise sur la création de contenu vidéo car ça reste mon canal principal. Donc voilà, je me force un peu moins sur la partie podcast pour que ça reste spontané et de qualité pour vous et pour que j'ai envie de l'enregistrer. Et là aujourd'hui j'avais envie et j'ai passé un super moment à nouveau avec vous. J'ai très hâte d'avoir vos retours dans quelques jours lorsqu'il sera posté. Merci d'avoir suivi, on se retrouve très vite pour un prochain épisode. À bientôt les Taupiens, ciao.